Bonjour à tous, je suis Vincent Aguirre-Dis, interne en 4e semestre. Et donc, je vais vous présenter cette présentation, pas de fois, pas de chocolat. Donc, pour commencer, on va parler de Madame M, qui est venue chez nous pour une réduction de luxation de prothèse de hanche droite, qui a commenté ses dents une épidurite, une hypertension artérielle sous bithérapie et un cancer de la thyroïde avec des métastases osseuses qui ont donné une fracture pathologique à droite, pour laquelle elle a eu une prothèse totale de hanche qui s'est luxée. Donc, pour sa réduction, elle n'avait pas d'argument pour une ventilation ou une intubation difficile, elle était bien à jeun. Donc il a été décidé de faire une réduction sous sédation par propofol. Et donc au décours, elle présente une inhalation avec une désaturation à 88%. Et donc elle a été mise en décubitus latéral, intubée en séquence rapide et pose une sonde nasogastrique. Ensuite, elle est transférée en SSPI avec une défaillance respiratoire, un P sur F à 120. Elle avait également une défaillance hépatique et une insuffisance rénale aiguë modérée. Pas de grosse défaillance hémodynamique, elle a eu un petit support en noradrénaline, mais qui a été rapidement sevré. Et donc, on a réalisé une fibroscopie bronchique avec lavage des deux poumons et des prélèvements et un scanner thoraco-abdominal. Elle a ensuite été transférée en réanimation avec une évolution rapidement progressive sur les plans de l'insuffisance rénale et sur le plan respiratoire. Et on notait sur le plan biologique une cytolyse majeure à 24 heures à 130 N sur les azates et 100 N sur les alates. Donc, concernant la biologie, on a vu une cytolyse assez sévère avec une hyperlactatémie, une cholestase modérée sans franche augmentation de la bilirubine et une défaillance hépatique, donc notamment un TP à 41% et un facteur 5 à 54%. Sur le scanner, on avait au niveau pulmonaire des images de verre dépoli, donc enfin compatible avec cette inhalation, une lame d'épanchement périhépatique, sans lésion hépatique, pas d'argument pour une ischémie mésentérique, et enfin l'échographie cardiaque était normale, notamment pas d'argument pour un cœur droit. Donc, quelles sont les causes d'augmentation des transaminations de patientes? Je vous propose 6 propositions. D'abord une lithiase vésiculaire, une thrombose porte, une hépatite aiguë qui peut être alcoolique ou virale, une congestion hépatique liée à une insuffisance cardiaque potentielle, un foie de choc ou une hépatite hypoxique. Donc, ces 3 termes, hépatite hypoxique, hépatite ischémique, foie de choc, sont à peu près similaires et regroupent le même cadre nosologique. Ce qu'il faut retenir dans tous les cas, c'est que c'est un diagnostic d'élimination. Et donc, on va plus s'intéresser à l'hépatite hypoxique, parce qu'il y a quelques mécanismes qui sont un petit peu différents. Donc, voilà, on va s'intéresser à l'hépatite hypoxique pendant cette présentation. Donc, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut un contexte. Donc, une défaillance cardiaque, circulatoire ou respiratoire, donc une diminution d'apport d'oxygène ou du transport, avec sur le plan de la biologie une cytolyse assez importante, plus de 20 N. Certaines études trouvent le seuil à 10 N, mais globalement c'est 20 N, avec une hyperlactatémie et une chute du TP. Et donc, vu que c'est un diagnostic d'élimination, il faut bien éliminer toutes les autres causes de cytolyse majeure. C'est une cause, c'est assez fréquent en réanimation. Il y a 1 à 12% des patients qui ont une hépatite hypoxique en réanimation. Et surtout, c'est grave. Donc une mortalité à 30% à 1 mois, entre 40, la moitié à 3/4 pendant l'hospitalisation et 50% à 6 mois. Donc, on retrouve plusieurs facteurs pronostiques. D'abord des facteurs liés au patient. Donc l'âge, l'hépatopathie préexistante. Une hépatopathie préexistante peut arriver dans à peu près 15% des gens qui ont une hépatite hypoxique, donc c'est pas majeur. Et on a également donc, ces 2 facteurs qui sont assez de fort pronostic, donc l'utilisation de vasopresseurs et un SOFA élevé, et enfin des facteurs qui sont liés à toute insuffisance hépatique aiguë, donc l'INR, le facteur 5 et l'albumine qui sont de mauvais pronostics, comme on va le voir juste après. Donc l'hyperbilirubinémie, ça c'est une étude de cohorte chez des patients en réanimation avec hépatite hypoxique. Et donc les auteurs sont intéressés à comparer le groupe sans hyperbilirubinémie et un groupe avec. Donc le seuil de bili était à 50 micromoles par litre.
Ils observaient un pic d'hyperbilirubinémie à 4 jours, une durée médiane d'augmentation de 6 jours. Donc quand on regarde sur les courbes, on voit effectivement donc, la courbe en rouge, donc le groupe avec hyper et hyperbilirubinémie, donc une franche diminution de la survie à 1 an. Donc dans cette cohorte, il y avait à peu près 40% des patients qui avaient une hyperbilirubinémie. Donc pour poursuivre sur cette triade, on avait aussi donc, une augmentation linéaire. Donc on voit que ça augmentait chez tous les patients. Donc ça, c'était une étude de cohorte sur 182 patients. Ils ont comparé les survivants et ceux décédés, avec une augmentation de manière générale dans l'hépatite hypoxique de l'INR et une plus forte augmentation de l'INR chez les patients qui sont décédés. Une autre étude rapporte une augmentation d'un point d'INR qui entraîne une augmentation de la mortalité de 32%. Concernant l'albumine, ça c'était une étude à Singapour sur 75 patients en réanimation qui avaient tous une hépatite hypoxique, dont 67% qui avaient une hépatite hypoxique sévère. Donc ça, ils l'ont défini avec un seuil de cytolyse à plus de 100 N. Et donc, quand on compare ces patients, on les sépare en deux groupes avec albuminémie inférieure ou supérieure à 28 grammes par décilitre à l'admission, on avait une augmentation de la mortalité par 5 chez les patients qui avaient une hypoalbuminémie. Donc maintenant, on va s'intéresser aux causes. Les deux grosses causes d'hépatite hypoxique qui ressortent, c'est une défaillance cardiaque et un choc septique. Donc ça, c'était une étude en Belgique sur plus de 1000 patients qui, eux, ils se fixaient à un seuil de cytolyse à 5 N. Donc on a vu que c'était plutôt 20 N. Ils avaient à peu près 40% des patients avec des azates à plus de 20 N. En tout cas, ce qui en ressort, c'est ces deux causes, donc défaillance cardiaque et choc septique, qui sont vraiment prédominantes. Et ça, c'est pareil dans les autres études. Ce qui était intéressant dans cette étude, ils ont fait des analyses en sous-groupes en fonction des seuils de cytolyse, donc de 5 à 10 N, 10 à 20 N supérieur à 20 N, et plus la cytolyse était élevée, plus la mortalité était élevée également. Donc là, on avait vu les causes principales d'hépatite hypoxique. On peut retrouver d'autres causes un petit peu plus rares, donc notamment une infiltration métastatique du foie, des anémies extrêmes, donc qui vont dans le même sens que la diminution de circulation d'oxygène. Il y avait 2 cas dans la littérature qui rapportaient des hépatites hypoxiques avec des anémies à 3 grammes par décilitre. Une insuffisance respiratoire chronique avec une hypoxie chronique, une anorexie, et enfin quelques cas d'état mal épileptique. Je vais vous parler juste maintenant. Donc, il y a 15 cas dans la littérature qui étaient rapportés d'hépatite hypoxique après état de mal épileptique. Et donc cette étude étudie 6 patients avec maladie épileptique, sans hépatopathie préexistante et qui ont présenté un état de mal épileptique qui s'est poursuivi par une hépatite ischémique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire qu'il n'y avait pas avant, en gros c'est dans un état de mal épileptique, sans pathologie sous-jacente particulière, une hypoxie brutale et sévère peut entraîner une hépatite hypoxique. Et chez ces patients avec une diminution assez sévère du facteur 5, il y avait 4 patients qui étaient inscrits sur liste de transplantation hépatique et c'est 2 qui ont été transplantés. Et ce qui était aussi intéressant, c'est les auteurs ont réalisé des biopsies hépatiques chez tous les patients. Ils ont trouvé des nécroses assez importantes, notamment chez les patients qui ont été transplantés. Donc une hypoxie sévère et momentanée peut entraîner une hépatite hypoxique avec une défaillance, une insuffisance hépatique majeure. Donc dans cette même étude, on remarque une chute brutale du facteur 5 à peu près 24 heures et une normalisation à 3 jours, sauf pour un patient, donc c'est le patient numéro 1 qui a été transplanté, la greffe n'a pas pris, il est décédé par la suite. Un petit rappel de physiopathologie. Donc le foie est vascularisé à 80% par la veine porte et à 20% par l'artère hépatique. Le foie représente, le flux sanguin hépatique représente 20 à 25% du débit cardiaque et on observe une variation linéaire du débit cardiaque avec la variation du débit hépatique. La particularité du foie, c'est cette double vascularisation qui permet une résistance à l'hypoxie, et notamment par des mécanismes d'adaptation.
Donc, le premier, c'est une extraction d'oxygène assez élevée, notamment liée aux capillaires sinusoïdes du foie qui sont fenêtrés, qui sont très très perméables à l'oxygène. Et d'autre part, par une augmentation du flux sanguin au niveau de l'artère hépatique. Donc ce flux est plus riche en oxygène que celui de la veine porte. Et donc c'est lié à... Enfin, ça permet une meilleure oxygénation. Mais en situation pathologique, quand il y a une diminution du flux sanguin au niveau du foie de plus de 50%, alors ces mécanismes d'adaptation sont dépassés. Ça peut aboutir à de la nécrose hépatique, donc c'est de la nécrose centrolobulaire. Et donc on peut voir en périphérie de la nécrose des sinusoïdes qui sont dilatés, donc qui témoignent de cette adaptation pour augmenter le flux sanguin. Donc l'hypoxémie, c'est un des critères qui est assez important, avec un seuil chez les rats d'une PaO inférieure à 40 qui donne de la nécrose. Et donc tout ça entraîne une cascade néfaste avec des dysfonctions mitochondriales, un stress oxydatif et une cascade pro-inflammatoire avec libération de cytokines. Et tout ça va augmenter, va diminuer l'extraction d'oxygène et va faire un cercle vicieux. On n'a pas seulement l'hypoxie, c'est multifactoriel dans l'hépatite hypoxique. On peut également avoir une hypoperfusion par bas débit, un défaut d'extraction de l'oxygène, une congestion hépatique, notamment dans les insuffisances cardiaques droites. La congestion hépatique, l'insuffisance cardiaque droite donne une stase veineuse au niveau des veines sus-hépatiques et de la veine cave inférieure, et donc une congestion majeure. On peut avoir aussi des lésions d'ischémie à la reperfusion, ça c'est prédominant dans l'hépatite hypoxique, avec l'interféron gamma et de l'interleukine 18 qui vont aussi rendre une résistance à l'extraction de l'oxygène et une aggravation de cette nécrose. Donc on peut se demander quelle est la durée d'hypoxie qui donne une cytolyse majeure. Donc là, les auteurs se sont intéressés à deux groupes de rats, un groupe de rats avec foie sain et un groupe de rats avec stéatose. Ils ont réalisé des clampages des vaisseaux hépatiques, donc de 5, 10, 15 ou 20 minutes, et ils ont dosé les enzymes, les transaminases à 24 heures. Et donc on voit donc, en rouge et jaune, donc c'est les rats avec foie stéatosique, une augmentation majeure des transaminases, alors que chez les rats foie sain, une plus faible augmentation. Dans cette étude, ils ont retrouvé une augmentation de la mortalité que chez les rats avec stéatose, et pas chez les rats avec foie sain. Et donc ici, sur le graphique de droite, vous pouvez voir chez les rats avec stéatose, à partir du seuil de 15 minutes d'ischémie, une augmentation de la mortalité, et encore plus avec 20 minutes d'ischémie. L'hépatite hypoxique, c'est fréquent, c'est grave, et ça peut aussi donner des défaillances d'organes associées, donc des défaillances liées à l'hépatite insuffisance hépatocellulaire, une encéphalopathie, une hépatite fulminante qui peut aller jusqu'à la transplantation rénale, comme on l'a vu, dans moins de 10% des cas, des pancréatites aiguës et des ischémies mésentériques, et enfin des défaillances rénales. Donc on sait bien que quand il y a un bas débit, une hypoxie, le rein est touché, et idem pour le foie. Et donc là, les auteurs se sont intéressés dans une étude de cohorte en réanimation. Ils ont pris tous les sujets qui avaient une insuffisance rénale aiguë, et ils ont essayé de voir combien parmi ceux-là avaient une hépatite hypoxique. Donc on retrouve que 55% des patients avaient une hépatite hypoxique, et il y a beaucoup plus de patients, donc en bleu clair c'est les patients sans hépatite hypoxique, en bleu foncé avec hépatite hypoxique, et donc on voit que l'hépatite hypoxique est associée à une insuffisance rénale beaucoup plus sévère. Chez ces patients, on avait 41% de recours à l'épuration extra-rénale, contre 17% chez les sujets qui n'avaient pas d'hépatite hypoxique. Et donc, toujours dans cette même étude, quand on analyse la mortalité, on voit que les sujets avec hépatite hypoxique et insuffisance rénale aiguë, donc en rouge, avaient une mortalité beaucoup plus importante que la courbe en jaune, donc insuffisance rénale aiguë sans hépatite hypoxique. Et dans cette étude, ils ont aussi trouvé que l'épuration extra-rénale était un facteur protecteur de mortalité à 28 jours,
mais indépendamment du délai d'initiation de l'épuration extrarénale. Donc, quels sont les traitements de l'hépatite hypoxique? Malheureusement, il n'y a pas de traitement spécifique. Donc, c'est le traitement de la cause, donc correction du bas débit, amélioration de la perfusion tissulaire en oxygène, traitement du choc septique s'il y en a un, de l'insuffisance cardiaque. Voilà. Il y a, la N-acétylcystéine est encore recommandée, même s'il n'y a pas vraiment de preuve d'efficacité. Donc ça reste encore assez débattu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter les hépatotoxiques, maintenir une normoglycémie, et dans le pire des cas, on peut être amené à faire une transplantation hépatique. Donc, vu qu'il n'y a pas de traitement spécifique, on peut se poser la question, quand est-ce qu'on va avoir une diminution de notre cytolyse? Et donc on voit donc un pic à 24 heures qui est concomitant du pic de cholestase s'il y en a un, du pic de LDH et de l'hyperlactatémie. Donc ce pic va diminuer en 48 heures et va se normaliser en 10 à 15 jours. Concernant l'ETP, on a une diminution aussi assez franche à 24 heures et une augmentation et une normalisation à peu près 7 jours. Donc chez notre patiente, elle n'avait pas à l'imagerie d'inflammation vésiculaire, pas de calcul, il n'y avait pas d'argument pour une thrombose forte au Doppler hépatique, elle n'avait pas d'intoxication alcoolique, cocaïne, pas d'hépatite virale, pas de franc argument pour une congestion hépatique liée à une insuffisance cardiaque droite à l'échographie. Et donc ce qu'on retient, c'est un diagnostic d'élimination qui est l'hépatite hypoxique. Donc, les messages importants qu'il faut retenir, l'hépatite hypoxique, c'est fréquent et grave. C'est un diagnostic d'élimination, donc il faut bien penser à toutes les autres causes de cytolyse majeures, donc avec une échographie, plus ou moins Doppler hépatique, les causes virales, les intoxications, également les traumatismes abdominaux. Et donc le traitement, c'est le traitement de la cause, comme on l'a vu juste avant. Voilà, merci de votre attention.